Il est 14 heures dans ce studio A de FIM FM. Bonsoir à tous et bienvenue dans Nord-Sud, votre émission de diplomatie et de coopération qui vous parvient tous les mercredis sur la 95.3. Thème de ce numéro, la diplomatie climatique, enjeux et défis. Avec moi dans ce studio pour en parler, Emmanuel Milimono, rédacteur en chef de FIM 24, chroniqueur de Nord-Sud. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Aïssatou, bonsoir à tous. Nos invités dans ce studio, Dr Bana Mara, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université Kofi Annan de Guinée également, enseignant-chercheur à l'université générale Lansana Conté de Sofonia. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Bonsoir Monsieur à tous. Moussa Fofana, vous êtes juriste et spécialiste des questions environnementales. Vous êtes également directeur général du cabinet d'études et de formation en droit de l'environnement minier et des énergies. Bonsoir et merci d'accepter notre invitation. Merci et bonsoir à vous Aïssatou Bari. Je vous en prie. Dans la rubrique Parole à la diaspora, nous donnerons la parole à monsieur Nkoumane Keïta. Il est guinéen résident en Chine. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous partons avec le journal de la diplomatie et c'est avec Mariamba. FIM FM, Nord-Sud, l'actu de la diplomatie internationale. Mariam, bonsoir. Bonsoir et c'est tout. À la une de votre journal, nomination cette semaine de 4 autres membres du gouvernement de la transition en Guinée, dont celui en charge de la diplomatie. Et bien sûr, Aïssatou, son nom, Maurice Sanda Kouyaté, il a été désigné lundi comme ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Médecin de formation, le nouveau chef de la diplomatie de la transition guinéenne s'est fait connaître pour son combat contre les mutilations génitales féminines. Il a d'ailleurs reçu en 2020 le prix Nelson Mandela de l'ONU et l'organisation dont il était le directeur de le comité interafricain sur les pratiques traditionnelles a le statut d'observateur à l'Union africaine. Et puis à Conakry, le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, prône le rapprochement. Le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, était à Conakry mercredi 20 octobre, une visite qu'il avait annoncée bien avant son arrivée, la justifiant dans une logique de rapprochement entre voisins malgré les sanctions prises par la CEDEAO après le coup d'État de 5 septembre contre Alpha Condé. Visite tchadienne en Turquie pour relancer la coopération bilatérale. Le président du Conseil militaire tchadien de transition, le général Mahamat Idriss Déby, est arrivé mardi à Ankara sur l'invitation du président turc. Il est notamment accompagné de son premier ministre et de son ministre des Affaires étrangères. Objectif, relancer la coopération bilatérale entre les deux pays. Et puis vous nous parlez de climat avec le message fort de l'Organisation météorologique mondiale aux négociateurs de la COP26. À quelques jours de la COP26, un rapport de l'Organisation météorologique mondiale montre que malgré les avertissements des experts, les préventions sont toujours catastrophiques concernant le réchauffement climatique. Malgré la pandémie qui a ralenti les activités et les promesses des États qui tardent à se concrétiser, les émissions de gaz à effet de serre ont atteint un nouveau record. À ce rythme, la hausse des températures à la fin du siècle sera bien supérieure aux 1,5 à 2 degrés prévus par l'accord de Paris. Très étonnant même, il faut le dire, un dinosaure à la tribune de l'ONU pour alerter sur les dangers liés au changement climatique. Alors qu'elle vient de publier un rapport épinglant le manque d'action politique dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'ONU change de stratégie de communication. Le programme des Nations Unies pour le développement a présenté ce mercredi matin à travers une vidéo Frankie le Dino, un dinosaure qui s'invite dans l'hémicycle de l'Assemblée générale de l'ONU. Il était question de prévenir les diplomates figurants de l'extinction qui guette l'espèce humaine et les inviter à changer de cap. Et pour terminer, nucléaire iranien, Téhéran traîne des pieds pour revenir à la table des négociations. C'est un long et complexe balai diplomatique qui doit mener à la reprise des négociations dans le dossier du nucléaire iranien. Des discussions ont eu lieu cette année à Vienne, puis l'Iran a changé de président et tarde depuis à reprendre le fil du dialogue. Cette semaine, c'est à Bruxelles qu'est attendu le négociateur iranien en charge du dossier nucléaire. Mariamba, merci pour cette Le belle plaisir présentation. est pour moi.
Et voilà donc, messieurs, dames, vous êtes bien sûr sur Film FM, la 95.3, dans votre émission Nord-Sud. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Emmanuel, depuis lundi soir, nous avons les Guinéens, nous avons un nouveau ministre de la diplomatie guinéenne. Quelle appréciation faites-vous très rapidement de cette nomination par le président du CNRD? Globalement, je pense que c'est une nomination, on va dire, qui répond à la nécessité actuelle parce que le pays est en situation de transition. Évidemment, il y a besoin de pouvoir, malgré la période de crise, maintenir les relations avec les institutions internationales, avec les partenaires de la Guinée. Je crois que dans ce sens, la nomination des ministres des Affaires étrangères était plus que urgente. D'ailleurs, comme on attendait le Premier ministre de transition, parce que la Guinée a besoin de continuer à échanger avec ses différents partenaires, notamment qui doivent l'accompagner dans cette transition. Maintenant, pour ce qui est de l'homme, le profil, on n'en sait pas encore assez sur ce qu'il peut être en tant que diplomate. C'est un homme quand même qui est connu, qui semble avoir un bon parcours derrière lui. Maintenant, il faut le voir aussi à la tâche au niveau de la diplomatie et voir comment est-ce que justement auprès du Premier ministre et tous les autres acteurs, son accompagnement ou plutôt son travail peut permettre notamment de remettre la Guinée sur la scène internationale, de pouvoir renouer le dialogue qui était d'ailleurs très tendu entre la junte et la CEDEAO aux premiers jours qui ont suivi le coup d'État. La CEDEAO, donc, oui, ben, il se trouve que la CEDEAO, on va dire, est l'institution motrice qui conduit pratiquement toutes les autres institutions, toutes les démarches des autres institutions en Guinée. Les décisions, les orientations prises par la CEDEAO, vous pouvez vous rendre compte, sont systématiquement soutenues le lendemain par les autres institutions internationales. Donc, des rapports tendus avec la CEDEAO ont évidemment des conséquences au niveau des rapports avec les autres institutions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important justement du point de vue diplomatique de reprendre rapidement du poil de la bête sur ces dossiers. Déjà, permettre de faire en sorte qu'à côté du dossier de la transition, il y a les autres enjeux de développement. Il y a les autres relations qu'il faut continuer à développer de manière sectorielle avec les autres pays, je veux dire sur le plan bilatéral par exemple. Il y a cette question de climat dont on parle, la rencontre qui se prépare bientôt, à laquelle la Guinée doit prendre part. Justement. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'urgence. On attend quand même de voir le ministre des Affaires étrangères fraîchement nommé, de le juger à l'acte, pour pouvoir mieux dire sur ses capacités à répondre efficacement sur le plan diplomatique aux attentes que la Guinée a. En tout cas, les attentes sont nombreuses. 12 nominations sur 27 pour le moment annoncées par le CNRD, dont 5 femmes. C'est une bonne nouvelle pour les féministes surtout. Moi, j'applaudis cette décision. La question du genre, selon vous, messieurs les invités, est-ce que vous pensez qu'elle peut influencer la position de la Guinée à l'échelle internationale, docteur? Oui, merci Madame Barry. Bien évidemment, aujourd'hui, la question du genre est devenue presque mondiale. Et à toutes les instances nationales, sous-régionales, internationales, on ne fait que la promotion des femmes. Parce qu'on s'est rendu compte que depuis très longtemps, les femmes ont été considérées comme des citoyens de la seconde zone. Et aujourd'hui, les données sont en train de changer, puisqu'on a vu les femmes à la tâche dans d'autres pays. Et presque dans toutes les instances aujourd'hui, elles ont prouvé qu'elles sont capables des mêmes actions, des mêmes combats que les hommes. Et finalement, il y a eu des premiers pays qui ont fait les premiers pas et aujourd'hui, tous les autres pays sont en train de suivre. Et je me dis que si on essaye de respecter cette règle de parité-là, on aura un peu plus de chance de voir d'autres potentialités qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Alors, très rapidement, l'œil du juriste sur cette démarche du CNRD. Écoutez, globalement, on peut apprécier de façon juridique et institutionnelle ce qui est en train de se passer. Et d'abord, la nomination d'un Premier ministre qui répond à ces critères. Quand je parle de critères, sa position d'ancien fonctionnaire international, je pense qu'il pourrait de même jouer de ses calendriers, ses adresses pour nous permettre non seulement d'avoir cette coopération ici au plus haut sommet, mais aussi la démarche du CNRD dans la nomination des femmes
Et c'est une démarche qu'il faut saluer. Elle est salutaire parce que si vous voyez aujourd'hui que tout le monde en parle, c'est parce que vraiment il y avait de quoi et les gens ne s'attendaient pas. On a tendance à comprendre que les femmes doivent être minorisées et minoritaires dans les compositions gouvernementales. Donc il faut saluer cette décision et voir d'abord si les femmes peuvent être à la hauteur des attentes qui les attendent. Parce que moi, généralement, il n'est pas de mes habitudes d'apprécier ou de juger les crapauds avant d'avoir été à la rivière. Tout le monde est content aujourd'hui, mais est-ce que les femmes-là, elles peuvent répondre aux critères? On est d'accord? C'est pas parce qu'on est femme qu'il faut être là, mais justement, la compétence la avant compétence, tout. D'accord. Alors, le thème du jour, c'est la diplomatie climatique. Vous êtes docteur en droit public, donc beaucoup intéressé par les relations internationales. Oui. Quelle alliance entre climat et diplomatie? Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler du climat sans parler de la diplomatie. Donc la diplomatie, c'est ce rapport que les États nouent et à travers des négociations pour résoudre aux problèmes mondiaux. Aujourd'hui, les problèmes de climat dépassent complètement les seuls territoires des États individuellement pris. Comme les problèmes deviennent mondiaux, il faut que les solutions aussi deviennent mondiales. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, et d'un point de vue climatique, on s'est retrouvé sur le terrain diplomatique. Donc, on se transporte sur la scène internationale pour discuter des problèmes qui touchent tous les pays du monde. Et à partir de là, on trouve des solutions plus ou moins globales et applicables et acceptables par tous. Parce qu'on a vu tout récemment un exemple l'année passée, un nuage, comment on appelle ça, un nuage de poussière qui est venu de l'Afrique du Nord jusqu'en Guinée, en Afrique de l'Ouest. On a vu aussi le problème des barrages qui opposent l'Éthiopie, le Soudan à l'Égypte, puisqu'on se rend là que lorsque les poussières se lèvent en Afrique du Nord et drainent beaucoup de particules vers l'Afrique de l'Ouest, c'est un problème climatique qui cesse d'être même régional, donc l'Afrique du Nord, qui devient continental. Et le problème de la gestion des eaux du Nil, lorsque le Soudan installe un barrage qui risque de priver l'Égypte de la moitié des eaux destinées à l'irrigation des plaines, il y a un problème qui se pose là. Non national, mais plutôt régional. Donc les exemples, on peut en prendre en milliers. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les États essayent de se mettre ensemble pour définir les grandes lignes à adopter et à appliquer dans le sens de la protection de l'environnement. Donc il y a un lien indissociable désormais. Alors Emmanuel, avant de te donner la parole, si tu le permets, vous qui êtes spécialiste des questions environnementales, dites-nous clairement pour le citoyen lambda, quelles sont les véritables causes des changements climatiques? Bien, changement climatique, je pense que en Guinée aujourd'hui, nous pouvons l'en parler juridiquement, parce que jusqu'en 2019, cette notion ne pouvait pas avoir une définition juridique. La notion de changement climatique est nouvelle dans la législation guinéenne environnementale. Elle a eu son apparition dans la nouvelle loi sur l'environnement, notamment le Code de l'environnement, et à travers la loi L 2019-034, Assemblée nationale du 4 juillet 2019. Cette loi prévoit à faire de fortes innovations, parmi lesquelles son titre 6 prévoit les changements climatiques, les énergies renouvelables et de l'économie de l'énergie. Ce titre 6, que moi je considère d'une innovation forte, nous a permis de comprendre c'est quoi un changement climatique. Et c'est quoi alors? Alors le changement climatique juridiquement, c'est l'article 5, sauf erreur, alinéa 6 du Code de l'environnement qui le définit comme étant un changement qui est attribué généralement, de façon générale, directement ou indirectement, aux actions menées par les êtres humains, qui de nature ont pour tendance à changer la qualité ou la donne ou la tendance du climat dans le monde à une période donnée.
L'exemple palpable pour que vous compreniez, si vous êtes au mois de mars aujourd'hui et que vous estimez que la température en 2020 était de 32, généralement 32 jusqu'à 36, au mois de mars 2021, vous vous retrouvez que la température varie entre 39 et 40, il y a un changement de climat par rapport à ces périodes, on est d'accord. Et ça nous permet désormais de compter ou de comprendre l'évolution de la tendance du climat. Maintenant, et scientifiquement, c'est la couche d'ozone, on est d'accord, qui est l'atmosphère, une petite fine d'atmosphère qui englobe la Terre, le globe terrestre, on est d'accord. Alors cette couche, elle est très fine, de sorte que quand les rayons solaires tapent la couche et l'atmosphère, la Terre absorbe beaucoup de quantités de rayons du soleil, mais aussi des gaz, les rayons, les infrasolaires. Ces dégagements vont automatiquement dans le ciel, en principe. Mais ce qui se passe, à cause des comportements humains, il y a beaucoup de quantités d'émissions de gaz à effet de serre qui bloquent, cette fois-ci, la température que la Terre a dégagée sur la Terre. Et le soleil a dégagé sur la Terre. Donc, elle reste. Cette température, elle reste, elle ne peut plus quitter parce que l'atmosphère a été modifiée par les agissements humains qu'on appelle les gaz à effet de serre. D'accord. Alors, Emmanuel, vous avez une question ? C'est peut-être, essayer peut-être d'aller en détail sur, au-delà de la température qu'on ressent, l'impact ou la modification que ça apporte à la vie des citoyens. Par exemple, je parle de cas précis, vous allez au Sénégal, j'ai été très étonné de voir un endroit qu'on m'a montré être à peu près 50 mètres et quelqu'un me dit qu'à 50 mètres là-bas, j'avais ma maison. Aujourd'hui, à 50 mètres, pour aller au point où il a indiqué, il faut une pirogue. Ça a carrément disparu. Voilà, ça a complètement disparu. Comment est-ce que justement, ce changement climatique, par exemple, les Sénégalais n'ont pas provoqué, ça se fait encore par ici, hein, je pense que les îles de Koba et autres sont menacées, qui n'ont pas provoqué, ils sont en train de vivre les conséquences. En fait, le lien entre ce qui se fait en Europe et les conséquences, l'incidence que ça a sur la vie de l'Africain. Oui, naturellement, c'est une bonne question parce que là, ça a été même l'un des problèmes soulevés par la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Vous vous souviendrez qu'il y a eu des travaux préparatoires d'abord qui ont intéressé ou qui ont amené les États à adopter ces différentes conventions ou même ces différents accords aujourd'hui qu'on parle des conférences des parties. On est d'accord. Et c'était la première convention, à l'occasion de la première convention en 1972 à Stockholm, deuxième convention en 82 et troisième Rio, qu'on a appelé le sommet de la Terre. Presque tous les États du monde se sont retrouvés pour discuter de la question. C'était à l'occasion de cette problématique que la question a été posée sur table. Voyez-vous qu'il y a eu même des problèmes de définition du développement durable parce que les Africains estimaient qu'ils ne sont pas à l'origine de toute cette dégradation environnementale. Justement, continent qui pollue moins, justement, en étant le continent qui pollue moins, l'Afrique dit, si vous voulez définir ce que vous appelez développement durable, permettez-nous de responsabiliser les États, dont la notion de la responsabilité commune, mais différenciée, est née. Nous sommes tous responsables, comme vous voulez le dire, de la dégradation de l'environnement, mais à des degrés différents. L'Afrique, certes, nous sommes là aujourd'hui dans un bon studio, mais nous dégradons l'environnement. Mais c'est d'une manière différente qu'une entreprise minière située à Bokeh. D'accord. Donc, à cet égard, la responsabilité, elle est commune. Nous ne pouvons pas nous soustraire, bien qu'ils disent que l'Afrique pollue moins, mais nous ne pouvons pas faire une quelconque soustraction. Mais nous pouvons situer la part des responsabilités en disant que cette responsabilité doit être partagée. On est d'accord? Voilà. Donc, comme l'a dit Dr Bana, c'est tout à fait une entité où tout le monde y est. On ne peut pas se désolidariser. D'autant plus que les problèmes environnementaux n'ont pas de frontières. Nous ne pouvons pas être africains et dire l'Afrique a une petite part. Voyez-vous que même les Nations Unies ont institutionnalisé un fonds pour l'environnement. Le Fonds des Nations Unies pour l'environnement. Et c'est pour des causes bien déterminées. Alors, docteur, quelles peuvent être... Oui, vous voulez réagir à ce qu'il vient de dire? Justement, et d'abord, je voulais... Si vous lui avez posé la question de savoir c'est quoi le changement climatique pour un citoyen lambda. Pour un citoyen lambda, le changement climatique, c'est le manque d'eau. Le changement climatique, c'est l'augmentation de la chaleur. Le changement climatique, c'est la sécheresse de nos plaines, nous empêchant à cultiver.
le changement climatique, c'est comme disait M. Manuel, c'est la détérioration de nos côtes, donc la progression de la mer sur le continent. Ce sont ça les changements climatiques. Donc c'est le dérèglement, la modification considérable de notre environnement de vie, de notre milieu de vie. Maintenant, les origines peuvent être naturelles, mais aussi humaines. Naturelles, par exemple, les volcans, les séismes, les ouragans, il y a de ces phénomènes naturels qui ne dépendent pas du tout de l'homme, mais qui dérèglent complètement notre environnement. Mais aujourd'hui, les hommes ont pris une part très considérable dans le changement climatique mondial par ces activités, comme il l'a expliqué, notamment par la production des gaz à effet de serre. Il l'a déjà expliqué. C'est notamment le CO2, le méthane, le protoxyde. Donc c'est juste la petite partie que je voulais apporter. Justement, avec l'arrivée de la Covid-19, est-ce qu'on peut se dire que le phénomène a baissé? Parce que quand on analyse sur le plan, c'est-à-dire sous l'angle que la Covid-19 a ralenti carrément toutes les activités de part et d'autre, est-ce qu'on peut se dire que le phénomène a baissé ou est-ce que le phénomène a augmenté parce qu'avec l'utilisation des masques, l'utilisation de tout ce qui rentre dans la protection dans la lutte contre la Covid-19, après ces déchets se retrouvent dans la nature, on ne sait pas après où ces déchets vont. Le phénomène a-t-il augmenté ou diminué? Clairement, je peux dire que le phénomène a diminué, puisqu'on ne peut pas comparer les conséquences, les dégâts causés par ces masques-là, les anciens masques utilisés, à la quantité de gaz dégagés par les bateaux, par les avions, par les automobiles, puisque grâce à la maladie, on a vu que les voyages ont été limités, que ce soit au niveau de l'espace aérien, mais aussi au niveau maritime. Donc, et les activités aussi, même en Europe, en Occident, on a vu que les entreprises avaient considérablement revu leur capacité de production. Donc, on a assisté au chômage, à la réduction du nombre d'employés, à la fermeture de certaines entreprises carrément. Donc, globalement, on peut dire que oui, le phénomène a un peu baissé sur ces 2 années de maladie. Êtes-vous du même avis que le docteur? Cela ne veut pas dire que ces masques ne produisent pas, mais si on compare un peu le degré, on peut dire de pollution par les masques, mais aussi par la production des gaz à effet de serre. Bon, moi je pourrais dire que... Votre avis, d'accord. Est-ce que vous êtes du même avis que le docteur? Bon, comme pour le moment, on n'a pas un indicateur donné par les services compétents, je pense qu'il faut être trop prudent sur cette question parce que cette question, l'avènement de la Covid-19 aussi a mis en place des entreprises et de confection de bavettes, des entreprises de confection de toasts, on est d'accord. Voici des entreprises qui fonctionnaient beaucoup plus et les toasts en général sont des plastiques. Les sacs à plastique en environnement, ce sont des polluants organiques persistants. Et qui parle de polluants organiques persistants, ce sont des polluants qui peuvent faire plus de 100 ans de vie sans être détruits. On est d'accord? Et vous voyez l'accélération de l'utilisation de ces plastiques qu'on appelle des toasts, que les médecins portaient. Chaque médecin tu portes, c'est pour une activité. On n'utilise pas 2 fois. Pendant 2 ans. Voyez-vous combien de fois? Quand les juristes prennent la parole, ça donne ça. Écoutez, messieurs, dames, on va marquer une pause pour nos obligations commerciales. Et la page info, juste après, on se retrouve pour poursuivre cette émission. Juste avant la pause, monsieur Fofana, vous aviez la parole. Justement, pour revenir à ce que vous étiez en train de nous dire, comment est-ce que le continent qui pollue moins, c'est-à-dire le continent africain, arrive à subir jusqu'à un tel niveau l'effet lié au changement climatique et comment est-ce qu'il peut pallier à cette problématique? Eh bien, je pense que même si c'est le continent qui pollue moins, mais il n'est pas le continent qui subit plus les conséquences environnementales ou de la dégradation environnementale. Il suffit juste de comprendre que la dégradation environnementale n'a pas de frontières. D'accord, ce n'est pas un problème de polluer moins qu'on doit avoir moins de conséquences environnementales. C'est le lieu de dire qu'il y a eu des événements internationaux qui ont
fait la prise de conscience de la nécessité de protéger l'environnement. Je vais parler des accidents de troncaillons, Kernomobil, et le seul que je connais du côté africain, c'est Minamata en Côte d'Ivoire. Tous les autres, et dans les industries de chimie, c'est dans les pays industrialisés. Mais le problème est que c'est parce qu'il n'y a pas de frontière justement à ces problèmes environnementaux que l'Afrique subit au même pied d'égalité que les autres. Maintenant, la question, comment l'Afrique doit faire pour pallier à ce fléau? On est d'accord, c'est justement la raison de votre émission, c'est la coopération. Il faut une coopération. Partir de ces coopérations nous permettent de ratifier des conventions internationales qui, de nature, imposent des règles contraignantes. On est d'accord? Je veux parler de la convention, par exemple, cadre des Nations Unies sur les changements climatiques que la Guinée a ratifiée et en étant le 6e pays. On est d'accord? Je veux parler de la convention, l'accord de Paris, le protocole de Kyoto. Voici des coopérations internationales sur le plan juridique qui permettent aujourd'hui aux pays africains de ratifier des conventions. Parce que en droit, les principes très élémentaires, c'est qu'une loi ratifiée par des individus, elle s'impose à ceux-ci. C'est la force obligatoire des conventions. Les conventions légalement ratifiées ont, dès leur publication, une valeur supérieure à celle des lois. Si c'est vrai, donc la convention internationale prime sur les lois nationales. La Guinée, comme les autres États africains, doivent respecter d'abord les lois, doivent opérer des politiques de coopération solides, respectueuses de l'environnement. Ce faisant, nous pouvons quand même être un peu à l'abri. Il n'y a pas d'activité qui ne pollue pas. On peut pas dire qu'on doit rester dans un continent où il n'y a pas de pollution. Mais on peut minimiser les conséquences. C'est ce qu'on appelle en termes juridiques l'atténuation des effets du changement climatique. Justement, d'où la nécessité d'agir urgemment. Généralement, quand on parle de l'action climatique, on la résume à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ne pensez-vous pas, docteur, que cette action devrait aller au-delà, c'est-à-dire un véritable outil de préservation de la paix et de la sécurité dans le monde? Oui, bien évidemment. Et les phénomènes ici sont liés. Bon, avant de revenir à la question, je voulais juste ajouter un point sur... Allez-y. Vous dites que comment l'Afrique doit faire face aux conséquences des règlements climatiques. Je pense qu'aujourd'hui, que l'Afrique, à elle seule, ne peut pas faire grand-chose, justement, puisqu'elle subit un phénomène mondial. Et aujourd'hui, il y a une tribune qui est accordée aux États du monde, où ils viennent négocier, et où chaque État vient exposer ses problèmes. Chaque continent vient exposer ses problèmes. Et ensemble, ils essayent d'adopter des solutions convenables à chaque pays, puisque les pays ne subissent pas au même degré les conséquences de ce dérèglement climatique-là. Par conséquent, on ne peut pas appliquer les mêmes solutions à tous les États. Donc, c'est sur la tribune de ces grands sommets-là que chaque pays va exposer ses véritables problèmes, chaque continent, chaque région. Donc, à partir de là, on peut proposer des solutions adaptées pour pouvoir faire face à ces conséquences-là. Alors, aujourd'hui, l'environnement, la question environnementale est liée à la question de sécurité. Si on ne traite pas les problèmes environnementaux, en tout cas, on ne tente pas au moins de limiter les conséquences des problèmes environnementaux, on risque de connaître une nouvelle guerre mondiale. Al Gore l'a même dit en 2001, si je ne me trompe pas, il se pourrait que la troisième guerre mondiale ait une origine environnementale, parce que la gestion des ressources et la gestion du climat aujourd'hui devient un problème mondial. Mais lorsque les pays ne se retrouvent pas pour définir les modalités d'exploitation de ces ressources-là, les modalités de protection de l'environnement, on finira par se retrouver dans une situation qu'on ne souhaite pas. Donc, quelles peuvent être les conséquences juridiques justement de l'inaction climatique? Justement, un point d'abord, un mot sur ce qu'il a avancé.
si les pays ne se retrouvent pas. Je pense que les pays sont en train de se retrouver depuis 1995, de la première convention instituée à la sortie. Peut-être c'est pour dire que non, la stratégie doit changer. Justement, parce je vais que... juste renchérir et dire que si nous sommes d'ailleurs là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une rencontre internationale à l'horizon qu'on appelle la COP, la conférence des parties, la 26e conférence. Donc depuis 1995 jusqu'à nos jours, chaque année, les États se retrouvent dans un pays, d'un continent. D'accord. Seulement en 2020 là, il n'y a pas eu de rencontres. Sinon, depuis 1995 jusqu'à nos jours, les États se retrouvent, ils discutent, comme le docteur l'a dit, sur des problèmes sérieux et particuliers. Chacun expose son inquiétude par rapport à la dégradation de l'environnement. Maintenant, juridiquement, des sanctions, c'est pas... Votre question, c'était dans quel sens? Les conséquences juridiques de l'inaction. Mais les conséquences d'abord, elles sont environnementales avant d'être juridiques. Parce que l'inaction, c'est par exemple le non-respect de la règle de droit international. Lorsque vous ne respectez pas vous adhérez à une convention, le principe de bonne foi prévu par la convention sur le droit des traités en son article 24 vous oblige de respecter le traité dans lequel vous êtes parti. Dans le terme juridique, on appelle ça en droit le pacta sunt servanda. L'obligation faite aux États d'être de bonne foi, respecter leurs engagements. Donc si vous êtes parti d'une convention, vous ne respectez pas cette convention, vous vous attendez à des sanctions. Elles sont de nature différente. Mais il y a des sanctions quand même qui doivent tomber sur des États qui ne respectent pas leurs engagements dans les conventions internationales. Mais moi, ça me permet justement de rebondir. Il y a eu ces dernières années un constat quand même que des environnementalistes d'ailleurs ont considéré alarmant. C'était lié au comportement des États-Unis sous Donald Trump, qui est venu, qui ne croit pas du tout au changement climatique, qui pratiquement fait table rase de tout ce qui a été fait, qui retire les États-Unis de toutes les conventions internationales qui ont été ratifiées, alors que le pays est en réalité un géant parmi les pollueurs, et c'est aussi en principe un géant qui devait être dans la résolution de la crise. Mais son retrait n'a pratiquement rien dérangé, en tout cas positivement, parce que les États-Unis, on ne peut rien faire. Est-ce que finalement, au-delà de la convention, les hommes, les leaders eux-mêmes ne sont pas finalement des figures plus importantes que l'engagement du pays lui-même? Bon, il faut relativiser ces leaders, c'est quels genres de leaders, parce que c'est des gens qui peuvent engager leurs États de par leur simple déclaration à un président. Il n'est pas Donald Trump l'a fait. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Depuis 1997, au protocole de Kyoto, George Bush a été d'abord le premier à ne pas vouloir adhérer au protocole. Malgré ses avancées, malgré les idées saluées de part ça et là, mais le problème du droit international aujourd'hui, le docteur va vous le dire, en fait, il y a plus d'influence politique. Ça, il faut le dire, c'est un catalogue répressif basé sur la courtoisie internationale. Ça, il faut être courageux de le dire, quoi. D'accord, il y a des États puissants comme des États-Unis qui impactent justement certaines volontés internationales. Lorsqu'ils adhèrent, ça bouge. Lorsqu'ils n'adhèrent pas, ça peut se ralentir. Ça, il faut le dire. Oui, par rapport... Allez-y, d'accord. Par rapport à votre question, il faut retenir d'abord que Donald Trump, lors de sa campagne... L'ex-président américain. Hein? L'ex-président américain. L'ex-président américain avait promis aux industriels donc de relancer l'industrie américaine. Alors que ces accords internationaux dont vous avez fait cas tout de suite là, prônent quoi? La réduction de la production des gaz à effet de serre. Mais comment vous pouvez faire la promotion de l'industrie, l'augmentation des capacités de production de vos industries et en même temps respecter les restrictions imposées par ces accords internationaux sur l'environnement? C'est un peu contradictoire, c'est difficile. Donc, lui, pour un peu respecter, si vous voulez, ces promesses de campagne, il fallait au moins se retirer, même provisoirement, de ces accords internationaux qui imposaient quand même une certaine restriction à tous les États en matière de production de gaz à effet. Et cela a permis à l'industrie américaine quand même
d'augmenter sa capacité de production. Mais si la Chine, le Canada, l'Afrique du Sud, la Russie, tous ces pays industrialisés, s'ils se retiraient momentanément pour accroître leur capacité industrielle et peut-être revenir ensuite dans le processus, est-ce que finalement on va bouger? Non, on ne va pas bouger. Justement, c'est pourquoi après ce président, celui qui est venu est revenu sur la bonne voie et a essayé de ramener son pays dans tous ces accords-là où Donald Trump avait décidé de faire retirer son pays. On ne souhaite pas que les plus gros pollueurs se retirent. C'est ça. Heureusement, comme il l'a dit, c'est la diplomatie. On essaye de conscientiser, on s'accorde, on n'impose pas. Il fut un moment, il y a certaines voix qui avaient commencé à se lever, demandant le droit d'ingérence environnementale. C'est-à-dire, qui signifie quoi? Que le Conseil de sécurité, lorsque dans un pays, on constate des graves atteintes à l'environnement et qu'on interpelle cet État-là qui refuse d'obtempérer, que le Conseil de sécurité intervienne par la force. C'est-à-dire on impose à l'État de respecter. Mais finalement, la position n'a pas prospéré. Pourquoi? Puisque ce sont les plus puissants qui sont un peu, entre guillemets, recalcitrants en matière du respect de ces accords internationaux. Alors, la technique nous signale que M. Nkrumah Keïta reste injoignable pour l'heure, celui qui devait s'exprimer dans la rubrique Parole à la diaspora. On poursuit avec vous, chers invités. Oui. La COP26, c'est pour le mois prochain à Glasgow. J'espère que je prononce très bien le nom de la ville. Oui. Quelles devraient être, si vous voulez, les grandes orientations des différents pays qui doivent se retrouver sur place? Et aujourd'hui, le risque devient de plus en plus élevé. C'est ça le problème. Au-delà de ces conférences, on constate que les pays, en tout cas les firmes internationales, ne reculent pas, mais augmentent du jour au jour leur capacité de production. Donc, le problème devient encore beaucoup plus inquiétant. Maintenant, lors de cette conférence, les États vont probablement faire face à beaucoup de défis et enjeux en même temps. Ici, premièrement, d'abord, c'est la réduction de la production des gaz à effet de serre qu'on a cité tout à l'heure, mais aussi la définition des mesures à adopter afin de faire face aux problèmes environnementaux inévitables, puisqu'il y a des problèmes auxquels on ne peut rien faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On restreint, on n'a pas de contrôle sur ces phénomènes-là. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de se préparer à l'événement de ces phénomènes pour pouvoir mieux supporter les conséquences. Mais ils vont certainement définir aussi des moyens d'action, puisqu'il faut financer. La protection de l'environnement demande un financement. On l'a dit, M. Fofana l'a dit tout à l'heure, puisque les pays en voie de développement, je voulais dire sous-développé, on a changé de mot, même si la réalité est la même. Alors, ces pays-là demandent le plus souvent de l'aide en compensation de la réduction de la production des gaz à effet de serre, mais aussi surtout des activités, toutes les activités portant atteinte à l'environnement, notamment l'agriculture intensive, les feux de brousse, surtout les paysans, ou même pas forcément les paysans, les gens qui se livrent à la coupe abusive des bois pour les charbons de consommation. Il y a beaucoup d'activités chez nous qui portent atteinte à l'environnement. Donc, pour un peu limiter ça, donner du travail à ces gens, les États ont besoin de l'aide financière pour pouvoir créer les emplois et afin d'amener ces gens-là à évoluer dans d'autres domaines, sinon que ces activités traditionnelles. Donc, je pense que ce financement vient le plus souvent des pays financiers, économiquement forts. D'accord. Oui. Et très souvent, les plus grands pollueurs. Oui. Alors, Monsieur Moussa Fofana, selon vous, je veux dire, quelles solutions proposez-vous comme activités et autres pour lutter justement contre les changements climatiques, contre la dégradation de l'environnement? Et avant de proposer surtout pour le cas de la Guinée. Avant de proposer ces différentes solutions, je pense que cette conférence doit être une grande conférence.
la 26e conférence là. Parce que c'est juste 6 années après la mise en place de l'accord de Paris. Maintenant, les États s'entendent. Est-ce qu'il y aura une nouvelle convention internationale? Est-ce que la mise en œuvre concrète de l'accord de Paris sera jaugée? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché pendant 6 ans? Qu'est-ce qui reste à faire? Maintenant, revenir à la Guinée et voir qu'est-ce qu'il faut pour les actions concrètes. Je pense que la loi guinéenne aujourd'hui sur l'environnement que j'ai rappelé tantôt au début de ma communication a fait de fortes innovations dans ce sens. Il y a toute une série de dispositions, c'est des articles 10, 11, 12, 13 jusqu'à 18 qui prévoient des organes de protection de l'environnement. Dans l'article 10, vous avez des organes publics de protection de l'environnement. Article 12, des organes privés de protection de l'environnement. Au terme des organes publics de protection de l'environnement, vous avez l'État, les collectivités décentralisées, donc l'État et ses démembrements. Maintenant, les organes privés, vous avez des ONG, on est d'accord, des particuliers, des individus. Et ces individus, je pense qu'ils ont plus d'intérêt à protéger l'environnement. Puisqu'aujourd'hui, nous avons une charte. Cette charte, sauf erreur, en son article 36 aussi, parle du patrimoine. On est d'accord, cette notion de patrimoine laisse voir que l'environnement, comme le dit dans le code de l'environnement, si vous me permettez, en étant l'ensemble des éléments naturels et artificiels ou de toute combinaison de l'un ou de l'autre, d'une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les êtres vivants entretiennent des relations dynamiques. Cette question des relations dynamiques nous permet à tout individu en droit guinéen de protéger l'environnement. D'ailleurs, c'est une obligation. Maintenant, l'avantage, pour que vous compreniez de plus, quand vous prenez les dispositions des articles 157 et suivants de ce même code, qui que tu sois, si tu es guinéen, tu peux poursuivre n'importe qui pour la dégradation de l'environnement. Tu peux te constituer partie civile, tu peux être une ONG, tu peux être Mamadou Ba Kamara, citoyen lambda. Dès lors que... Ah oui, mais c'est une question de vulgarisation, justement. Il faut que les gens comprennent que nous avons tous intérêt et d'abord nous avons l'obligation de protéger l'environnement. Donc les actions doivent être multipliées. Et ce qu'il faut saluer, depuis quelques temps, nous avons en tout cas des postes aujourd'hui, des décharges qui nous permettent de voir la rue ou même des camions qui transportent des ordures. Donc l'action citoyenne doit être beaucoup plus aussi encouragée. Que les gens aient du courage, ils prennent des ordures de chez eux, ils viennent déposer en bordure de route où les poubelles là s'y trouvent, ou les mettre dans les poubelles. Ces actions doivent être multipliées. Et il faut voir qu'il y a une nouvelle nomination des départements en charge de l'environnement. On va voir la dame à l'épreuve. Une dame d'ailleurs. Une dame, justement. Oui. Si elle va s'accentuer sous cette nouvelle loi, la mise en œuvre concrète, parce que la Guinée, c'est un excellent pays et qui est très excellent en adaptation des textes de loi. Maintenant, l'applicabilité de ces textes fait défaut le plus souvent. Mon professeur est là, il peut dire le contraire si est. D'accord, juste un mot. Oui, allez-y. Bon, la radio, c'est le temps, de solutions. Très bref. Hein? Oui. Donc, justement, les solutions à la guinéenne. M. Fofana, il l'a dit, hein, les textes ne manquent pas. Aujourd'hui, il y a un effort qui est fourni dans ce sens-là. Mais on ne ressent pas concrètement. Pourquoi? Puisque, premièrement, ces textes-là ne sont pas vulgarisés. À qui la faute? À qui la faute? Aux auteurs des textes. On va voir madame la nouvelle. C'est ça, il faut vulgariser, il faut, surtout dans les langues nationales, puisque tous ceux qui participent à la dégradation de l'environnement ne sont pas forcément des hommes lettrés. Il y a nos parents qui sont plus loin, même dans les alentours ici. Ce sont les populations à la base. Donc, il faut communiquer sur ces textes-là pour porter à la connaissance de tout le monde, pour que les gens sachent que nous sommes vraiment menacés face à ce problème-là. Mais il y a aussi l'application des sanctions. Il faut prévoir des sanctions, ensuite appliquer des sanctions. Puisqu'on a vu l'année passée que les gardes forestiers qui avaient été recrutés et payés aux frais du contribuable guinéen se livraient carrément à la coupe abusive des bois. Oui. Donc, où on va? Ceux qui sont là pour assurer la garde, la protection de l'environnement de ces forêts-là sont les premiers à les détruire. Donc, pourquoi? Puisque c'est qu'il n'y a pas de sanctions derrière.
Mais le cas de l'année passée, je ne sais pas où nous en sommes aujourd'hui. Il faut quand même d'abord vulgariser les textes, mais aussi appliquer les sanctions. D'accord. Vous avez parlé tout de suite de communication et ça fait directement appel aux hommes de médias. Vous êtes journaliste. Quelle place pour les hommes de médias justement dans la promotion de cette diplomatie climatique? Je pense que le rôle, il est central, il est primordial parce que, comme le disait tantôt le professeur, c'est que la vulgarisation même de ces textes fait appel au rôle que les médias peuvent jouer dans notamment véhiculer ces messages, alerter les citoyens, mais surtout le point très important que vous avez soulevé tantôt, le fait qu'un citoyen, personnellement je viens de le découvrir, je le concède, un citoyen lambda peut se constituer partie civile pour attaquer par exemple quelqu'un qui pollue l'environnement. Des délinquants écologiques. C'est quand même, c'est par exemple important que les médias portent ces messages pour dire même à un auditeur que vous individuellement, en réalité, vous pouvez porter plainte contre quelqu'un qui dégrade l'environnement autour de vous. Et je pense que les médias ont un très grand rôle à jouer. Pas seulement de tout simplement se camper peut-être à relayer les grands événements tels que ça se fait avec par exemple la COP26 qui va commencer bientôt. Pratiquement tous les médias du monde vont en parler. Mais quand on sortira de là, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera le blackout jusqu'à la prochaine COP. Malheureusement, je pense que c'est important, au-delà de ces grandes rencontres, c'est important même pour les médias de questionner chaque mois ou chaque semaine l'avancée, la mise en application des engagements que les États prennent au niveau de ces conventions. Aux maisons et aux médias, parce que ça reste un véritable problème. Les médias, c'est un coût. Je crois que ça rentre dans un cadre plus global, mais je pense que les médias ne devaient pas se limiter, comme c'est le cas par exemple chez nous en Guinée, aux questions purement politiques. Il y a des moments où, par exemple, je prends un exemple assez simple sur la question de la parité, où on enferme les femmes, par exemple, dès que vous dites femmes au gouvernement, on voit femmes au ministère de l'Action sociale. Ouais. Pourtant, c'est pas ça. On peut avoir femmes à la diplomatie, on peut avoir femmes à l'enseignement l'intérieur, supérieur. on peut avoir femmes à l'administration du territoire. C'est possible partout. Il ne faut pas cloisonner les gens dans leur rôle simple. Il faut ouvrir, élargir le débat, faire en sorte que tous les acteurs puissent, chacun dans sa position, assumer le rôle qui lui revient. Et dans ce domaine-là, je pense que les médias ont un grand rôle à jouer. La radio, c'est l'heure, était avec moi dans ce studio Emmanuel Milimono, rédacteur en chef de Film 24, chroniqueur de cette émission Nord-Sud. Docteur Bana Mara, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université Kofi Annan de Guinée, également enseignant-chercheur à l'université générale Lansana Conté de Sofonia. Merci docteur de répondre à l'invitation. Monsieur Moussa Fofana, juriste spécialiste des questions environnementales, également directeur général du cabinet d'études et de formation en droit de l'environnement minier et des énergies. Merci de répondre à présent. À nous de vous remercier. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres invités. Bonsoir et au revoir.